À un moment, je travaillais 35 heures pour payer la vie courante de la famille, 35 heures pour faire de l'argent, pour après faire les travaux. Et lui, il était au maximum de l'indemnité chômage et il a dit je pense que je gagne plus que vous en temps de chômage et je suis garanti par l'État. Ouais. Je lui dis vous le vendez combien? Ah pas cher, pas cher. Ouais. Ok, je dis putain mais c'est quoi pas cher? Et puis il me dit ouais, là, alors je dis oui, il y a ça. Bon, il y avait vraiment des gros problèmes quand même. Et au final, il me dit 15 000 euros. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode d'une nouvelle série, ImoTalk. Donc, à travers cette série, j'aimerais vous faire voyager. Donc, on va partir à la rencontre de tous les acteurs clés du domaine de l'immobilier. Pour commencer sur une bonne note, je vais vous présenter quelqu'un avec un parcours remarquable et très inspirant, un marchand de biens, et on le retrouve directement après le générique. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est en compagnie d'un invité assez spécial, Arnaud Duvivier. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, salut Malcolm, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Écoute, très simple, hein, j'ai 44 ans, marié, 2 enfants, j'habite à Troyes et puis je suis aujourd'hui marchand de biens depuis 3 ans et investisseur depuis une douzaine d'années, je crois à peu près, je ne sais plus exactement. Voilà, tout simplement, enfin, on déballera peut-être un peu plus ma vie tout à l'heure, mais... Ouais, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le marchand de biens? Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais les gens, en règle générale, ils ne savent pas vraiment ce qu'est un marchand de biens. Eh bien, c'est très simple, un marchand de biens, c'est un commerçant. D'accord. Voilà, donc le bien, c'est du bien immobilier, des parts de société, ce genre de choses. Donc une maison, un immeuble, un terrain, des parts de SCI. Et son métier, c'est d'acheter à un certain prix, régler des problèmes. Donc soit faire une rénovation intérieure, soit faire une séparation, soit voilà, il y a énormément de problèmes à régler qu'on peut faire. Et après, on revend, donc soit à la découpe, soit avec un produit rénové, et puis on fait une marge grâce à ça, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment notre métier de marchand de biens, c'est un commerçant qui achète un produit en stock, l'améliore ou pas, et le revend pour faire une plus-value, tout simplement. C'est ça le b.a-ba du marchand de biens. Donc c'est un professionnel de l'immobilier qui a des devoirs et des obligations, et puis des responsabilités, et puis qui fait son travail. Donc on coopère avec beaucoup de partenaires, agents immobiliers, experts comptables, géomètres, notaires, artisans et ainsi de suite pour gérer tout ça, quoi. On est un chef d'orchestre. Ok, voilà. Je vois. Et du coup, comment tu as commencé? C'est directement, tu es devenu marchand de biens? Non, pas du tout. J'étais, comme je te disais, je suis aussi investisseur depuis 12 ans, donc j'ai commencé en 2009, un peu par hasard. J'ai acheté mon premier immeuble, j'ai rénové gentiment, je savais rien faire. Et puis petit à petit, j'ai pris goût, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est une vraie satisfaction quand les gens disent ton appartement il est sympa, tu le loues. Bon voilà, tu t'améliores un produit et puis ça s'est fait comme ça. Puis de fil en aiguille, quand tu commences l'immobilier, t'es vite happé. Soit ça se passe très bien et t'es vite happé, soit ça se passe mal parce que t'as pas bien calculé ou t'arrives à avoir des déboires, hein, c'est pas de chance, un locataire qui paye pas et puis si c'est ton premier, voilà, donc il faut avoir un peu calcul du risque et puis fur et à mesure, j'ai acheté 1, 2, 3, 4 immeubles et puis j'ai eu plusieurs appartements et puis à un moment le travail que je faisais me plaisait pas forcément, puis je me suis dit tiens, je peux en faire mon métier et puis ça en est venu être marchand de biens et puis voilà. Et pour l'achat de ce premier appartement, justement, t'étais en CDI pour l'acheter? Alors le premier, moi j'ai jamais acheté en copropriété à part il y a 6 mois. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté que de la monopropriété, donc j'ai acheté un immeuble directement. Ah oui, tu as commencé direct par l'immeuble. Voilà, d'accord. Donc c'était un lot de... En fait, sur la parcelle, il y avait deux immeubles. Ouais. Donc un qui était déjà loué complètement avec 7 appartements, un local commercial et 6 appartements. D'accord. Et derrière, il y avait une courette qui les séparait. De l'autre côté de la rue, il y avait un immeuble qui était abandonné. D'accord. Où là, il y avait possibilité de faire 2 appartements. Et j'ai acheté, je dis, tiens, c'est intéressant, j'achète ça se paye tout seul. Ouais. Et puis en plus, il y a encore la possibilité de refaire 2 appartements.
c'est comme ça que c'est parti en fait. Mais comment tu as fait pour que la banque elle te suive? Parce qu'un immeuble, c'est quand même un investissement c'était costaud, important. surtout que j'étais intérimaire. Donc, intérimaire. Ouais. Un immeuble, il commence par un immeuble et intérimaire en plus. C'est dingue. Si tu veux, c'est très simple. Bon, un peu le hasard fait que je visite. Je trouve, c'était en 2009 ça. C'était juste après la crise des subprimes. D'accord. Bon, je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Ça. Et je visite. Bon, il me dit, je crois que c'était 300 000 le prix d'achat. Ouais, c'était 300 000. 300 000. Et puis, ok, je visite. Ils me disent, bon, l'agence, ils me disent, c'est 2000 € de... Ouais, c'était 2000 € de loyer, ça rapportait. Et moi j'avais fait mes calculs, je dis grosso modo ça s'auto-finance. Bon, je suis allé voir le banquier tout simplement. Et puis je suis allé voir Crédit Agricole à l'époque. Et puis j'étais allé avec mon papa. Parce que j'avais déjà 30 ans, mais vu ma situation, tout ça, du coup on avait créé une SCI, puis je suis allé avec mon papa. Et là c'était le truc de fou, c'est qu'on va voir le directeur, rendez-vous, ouais c'est bien, monsieur Duvivier fils, intérimaire, tout ça, oui, mais bon, c'était de l'intérim je travaillais en usine à l'époque et c'était depuis un an et demi, c'était sérieux quoi. C'était stable, Puis avec une paye de 2000 €. D'accord. Bon, après j'étais marié avec 2 enfants quand même, mais... Et puis c'est tout, monsieur Duvivier, machin, et puis monsieur Duvivier père, faites quoi? Et mon père il dit, écoute, moi je suis au chômage. Et là, le directeur, il tape de la table, il me dit, vous foutez de ma gueule ou quoi? Il a réagi comme ça. C'était un sketch. Mon père, il dit, calmez-vous un petit peu. Et puis, en fait, il expliquait que, comme il était cadre supérieur à l'époque, il avait le droit de partir en avant à la retraite. Et à l'époque, jusqu'à la retraite, ton salaire, les indemnités de chômage étaient jusqu'à ta retraite. Il n'y avait pas de limite. Et lui, il était au maximum de l'indemnité chômage. Et il a dit, je pense que je gagne plus que vous en temps de chômage et je suis garanti par l'État. Et au final, il a dit, ok. Peut-être que c'est un bon dossier. Et en fait, c'est passé comme ça. Ok. Voilà, grâce à ça. Donc, vraiment un coup de chance et grâce en partie à mon papa même pas en partie, complètement grâce à mon papa. D'accord. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc c'est un peu, c'était fou. Quand on est sorti, on était mort de rire. Et là, je me suis dit, en fait, tout est possible. Oui. Tu vois, intérimaire, chômeur. Un immeuble à 300 000 et voilà. Et du coup là j'ai acheté et puis j'avais mis en gestion chez une agence et puis les premiers locataires ils partent, je visite quand les locataires partent et puis là je dis putain c'est quand même un peu dégueu et puis là je dis merde parce que quand tu visites la première fois tu regardes vite fait et tu dis et puis tu dis tout est bien et puis au final rien n'est bien. Et j'ai dit merde, en fait, moi, j'habiterai pas là-dedans. Et du coup, là, je me suis commencé à dire, il va falloir faire un peu de travaux et tout ça. Donc, avec mes petites économies, je travaillais. En fait, à un moment, je travaillais 35 heures pour payer la vie courante de la famille, 35 heures pour faire de l'argent, pour après faire les travaux. Ok. Donc c'était un peu chaud quoi. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. Tu faisais tout seul en fait, t'as pas fait intervenir. J'avais pas d'argent en fait. Ah oui, ok, donc j'avais pas le choix quoi. Donc je faisais ça et puis au fur et à mesure j'ai augmenté le potentiel de l'immeuble et aujourd'hui je dois louer les 7 appartements là, je dois les louer 3700 €, tu vois. Donc j'ai gagné, j'ai quasiment doublé le truc, mais sur 7-8 ans. Et du coup je faisais ça et puis après j'ai loué, j'ai augmenté les loyers, et puis à la fin l'agent je l'ai foutu à la porte parce que à me coûter cher, c'est moi qui ai trouvé les locataires, donc évidemment, on ne me servait à rien. Très utile, voilà. Et puis j'ai grandi comme ça. Puis après, j'ai eu d'autres opportunités qui a fait que j'ai acheté d'autres immeubles. D'accord. Voilà, j'ai fait un immeuble aussi, c'était à côté de chez moi. Ouais. J'avais la maison où j'habitais, qui appartenait à ma grand-mère. Et à côté, juste, c'était une maison mitoyenne de ville. Et en fait, moi, j'avais une toute petite couette de 20 mètres carrés. Et je voyais l'autre, le voisin, qui avait un beau jardin. Et puis, si tu veux, la maison à côté, c'était la copine de ma grand-mère à l'époque. D'accord. Bon, ma grand-mère est décédée, machin. Et puis quand j'allais en vacances, je la connaissais un peu, la dame. Et puis bon, c'est tout, un matin, je sors chez moi. Et puis, je vois une femme de ménage qui nettoie les carreaux. Puis je dis, tiens, vous passerez bien le bonjour à Madame Cœur de Roi, ça s'appelait. Et puis, elle me dit, tiens, Madame Cœur de Roi, elle va aller à la maison de retraite, les enfants, enfin, la nièce, elle veut vendre, tout ça. Je dis, oh. Et moi, j'ai dit, tiens, voici ma carte de visite, quoi. Et dites-lui qu'elle m'appelle, ça peut m'intéresser. Et puis bon, hop,
Du coup, la nièce, elle m'appelle, ouais, bonjour, Arnaud. Bah oui, elle me dit, ah bah tu te rappelles pas de moi, mais moi je t'ai vu tout petit, tatati, tatata. Je dis, bon, bah, c'est cool. Ouais. Et je dis, bah j'ai entendu parler que vous vendez la maison, et elle me dit, si tu veux, tu peux l'acheter. On se voit, on visite, et puis après on voit. Ok, on visite, bon, la maison dans son jus, il fallait tout refaire, changer les fenêtres, tout casser, remettre tout aux normes. Hein. C'était une maison qui était... Fallait tout rénover. Ouais, tout rénové total. Et puis, c'est tout. Bah, elle me dit, je sais pas trop combien ça vaut. Bah, j'ai dit, moi non plus. Et elle me dit, tu connais quelqu'un? Je dis, bah, je connais une agence à qui j'ai acheté quelque chose. Peut-être que si vous me laissez des clés, je le fais pas. Elle me dit, ok, pas de problème. Elle me laisse les clés. Je fais visiter. L'agent, il dit, bon, ça vaut 130 000 €. Je dis, putain, merde, 130 000, ça va être tendu, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et toujours la même situation, hein, toujours intérimaire, machin, quoi. Et bon, j'appelle la grand-mère, et puis je lui dis, bah écoutez, c'est 130 000 €, ok. Et elle me dit, bah écoute, pour toi, Arnaud, je te fais 90, sans négocier. Mais c'est... Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle dit 90, ouais, c'est un peu difficile. Bon, j'ai un enfant, le deuxième enfant vient de naître, bon, j'ai pas trop de moyens, machin. Puis j'en parle à mon père encore. Puis mon père il me dit, tu sais quoi, tu t'en fous, tu lui dis 60, les frais de notaire compris, et puis tu verras bien ce qu'elle te dit. Bon, je dis ouais, au pire. Au pire des cas, t'as rien à perdre. Au pire, elle me dit non, et puis c'est tout. Donc j'appelle, je dis, bah écoutez, moi j'ai peu de moyens, j'ai 60 000 €. Frais de notaire compris, c'est tout ce que je peux vous offrir. Bah écoute, Arnaud, j'aimerais que c'est toi qui aies la maison, et je te la vends 60 000 €. C'est dingue. Voilà, et j'ai acheté moitié prix, enfin encore moins que le moitié prix, et tout le monde était content. Du coup, bah oui, tu m'étonnes. Voilà, puis après j'ai eu un troisième immeuble juste en face, pareil que ça, parce que pareil, on faisait des travaux. Et puis, alors, je te raconte parce que c'est presque... Même moi, des fois, je me dis, c'est ouf. Bah oui, je trouve ça dingue comme opportunité. Mais en fait, il faut juste pas se mettre de barrière et faire le truc. Et puis après, si tu veux, on faisait des travaux avec un copain, on démolissait, puis c'est tout. Et puis en face, il y avait un immeuble, mais juste en face, tu vois, qui était un peu pourri, enfin même bien pourri. Et puis je vois des mecs qui balançaient des trucs par la fenêtre pour déménager, tout ça. Et puis je vais le voir, je dis, bah tiens, salut... vous allez rénover? Il me dit non, c'est le propriétaire, il veut vendre, il veut que ça soit un peu débarrassé, ça a été squatté, machin. Je dis ah bon? Il me dit en plus vous êtes de la partie, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi je dis bah ouais, vas-y mec. Et je donne mon numéro de téléphone, il m'appelle, tac tac, un mec banquier à Paris, tout ça. C'était à son papa l'immeuble. Et si tu veux, bon on visite, tout ça, donc... Bon, je visite, je dis ouais. Et puis dans ma tête, je dis oh, ça vaut au moins 70, 80 000. Et puis à un moment, je lui dis au mec, je lui dis bah vous le vendez combien? Ah bah pas cher. Ok, je dis putain, mais c'est quoi pas cher? Et puis il me dit ouais. Et là, alors je dis ah oui, il y a ça. Bon, il y avait vraiment des gros problèmes quand même. Et au final, il me dit 15 000 €. Je dis quoi? 4 appartements dedans. Hein. Non. Si, et je suis dans la poker face, je ferme ma bouche, je dis ok, il faut que je réfléchisse. Fallait séparer les émotions. Exactement. Et là, je dis ok, je vais en parler à mon associé. Enfin, j'ai appelé juste mon père, je dis ouais, papa, 15 000 €, c'est de ouf. Vous étiez dessus. Et puis il me dit bah vas-y, gamin, démerde-toi, on trouvera bien l'argent quelque part. Et puis vous avez acheté. Et on l'a acheté 15 000. Et 2-3 jours après, j'avais trouvé quelqu'un qui me l'a acheté 120. Et puis au final, je l'ai pas vendu parce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de revendre plus cher que sur un certain temps de 2 ans. Donc on évitait les problèmes et j'ai gardé. Et puis après, ma sœur s'est associée avec moi. Ça m'a permis de faire du levier pour emprunter. Et puis on a fait les travaux. Et puis aujourd'hui, il y a 4 beaux appartements à l'intérieur. À la location. Voilà. C'est vraiment donc, top. voilà. C'est vraiment ça, c'est les débuts de ma carrière. Ça, c'était 2009-2010. Quoi. Ouais, comme quoi, en gros, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment pas se fermer. Enfin, il faut rester à l'écoute des opportunités, quoi. Ça peut arriver comme ça du jour au lendemain sur un malentendu. C'est un malentendu. J'aurais pas dit bonjour. Bah oui, c'est ça que je me dis. Voilà, personne, j'aurais rien su, tu vois. Voilà, c'est juste dire bonjour, ça va, qu'est-ce qui se passe, machin. Et souvent aux agents immobiliers avec qui je travaille, je dis bah en fait quand ils commencent, je leur dis bah allez-y, parlez aux gens en fait. C'est en parlant. Si tu dis pas ce que tu fais, personne ne sait que t'es intéressé, quoi. Et c'est les meilleures affaires, je les ai fait comme ça, quoi. Tu vois, juste en parlant, quoi. Et au niveau de ces affaires, tu as dû faire des apports, par exemple, pour ton premier 300 000 d'un coup? Ouais, on avait mis, je sais plus, je crois qu'on avait mis 60 000. Ça, c'était le premier. Et après, les autres, j'ai jamais mis d'apport.
Ah oui, tu as tout emprunté à 110%. Ouais. Ok, C'était d'accord. juste le premier qui nous a enclenché. En fait, c'est mon papa qui avait avancé l'argent. Ok. Et puis, j'ai remboursé au fur et à mesure. Ok. Voilà. Et au niveau de ton patrimoine, t'es plus situé dans quelle ville? Alors, Nogent, c'est mon fief. Ok. Voilà. D'accord. Et puis après, Nogent, 3. Voilà. Ok. Et à Nogent, il y a beaucoup de demandes au niveau de la location? C'est très très dense. C'est plus intéressant que 3. Ça m'a surpris, on en parlait justement tout à l'heure. Et c'est quoi qui va provoquer vraiment t'as toute plusieurs cette demande choses. locative? T'as un gros bassin d'emploi, hein, donc avec le groupe Soufflé qui a D'accord. été vendu, mais c'est toujours, on va dire, c'est Soufflé, la centrale nucléaire, Ok. et puis après la proximité de Paris qui est 1 heure directe. Ok. Donc tous ces pôles-là font que, et puis après t'as d'autres industries, hein, t'as POC, t'as Émalédier, t'as quand même un bassin d'emploi qui est juteux, mais c'est une petite ville, donc bon, à un moment, les murs, ça pousse pas, ça reste là, donc c'est l'offre et la demande, tout simplement. Si t'as plus de demandes que d'offres, le prix monte. Soit du locatif, mais même de la vente. Hein. Aujourd'hui, j'ai vendu des appartements plus chers que 3, parce qu'il n'y en a pas sur le marché, en fait, encore une fois. Ça dépend de l'offre et la demande, tout simplement. Quoi. Mais du coup, après on va dire cette carrière dans le locatif, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du marchand de biens? En fait, le cheminement d'avoir une certaine liberté, et puis l'entrepreneurial, si tu veux, moi, au début, avant d'acheter mon premier immeuble, je voulais acheter un restaurant parce que j'avais travaillé dans la gastronomie à l'époque en Allemagne, et puis je me dis, j'ai toujours voulu être un peu libre et faire ce que je veux. Et puis ça n'avait pas matché pour X raisons, et tant mieux, je pense. Et puis l'opportunité de l'immobilier, et puis je me dis, encore une fois, hein, même quand tu fais du locatif, tu gères beaucoup de personnes, hein, le notaire, et ainsi de suite. Puis j'ai eu une certaine confiance en moi, j'ai vu que j'ai toujours fait des bonnes affaires, les banquiers ont suivi, parce que j'en ai acheté encore d'autres après, hein, j'ai fait une pause un peu, parce que je me sentais limité dans ma tête, et puis après j'ai rencontré des gens comme toi, des youtubeurs qui m'ont fait, comme Yann Darwin, et ainsi de suite. Donc moi j'ai fait partie de l'académie, j'étais le meilleur investisseur de l'académie je sais plus, en 2019 je crois, un truc comme ça, et puis après j'étais coach chez lui, et ainsi de suite. Puis après, j'ai rencontré plein de personnes avec le même mindset, et je dis, en fait, ça t'a ouvert des portes. L'esprit, les barrières, ils ont sauté. Ouais. Puis après, j'ai rencontré Sébastien Marcus, où on a fait un club ensemble de marchands pendant le Covid, et puis maintenant on est 100 sur toute la France, donc ça s'appelle le Cercle MDB, et puis c'est comme ça que j'ai fait le marchand en même temps. J'avais un peu peur le marchand, parce que c'est quand même d'autres responsabilités. Tu vois, là, typiquement, il m'est arrivé juste avant, j'ai reçu le devis d'ailleurs. J'ai vendu un immeuble avec des garages, j'ai fait juste une division, j'ai vendu les garages, j'ai vendu l'immeuble séparément, puis on savait que l'immeuble, il y avait tout à rénover, et la personne qui en a rénové, elle casse le plafond, mais rule. Donc traitement, là j'en ai pour 40-45 000 balles. Quoi. Ouais, parce que ça va être différent d'un particulier, vous êtes... professionnel, et on est responsable même des vis cachées. Ok, d'accord. Alors caché ou pas caché, hein. Caché, c'est même si ce qu'on voit pas, on devrait le savoir. Ok, voilà, donc c'est un peu... donc c'est pour ça qu'on doit faire quand même des marges intéressantes, parce que typiquement là, un truc comme ça, ça peut te manger 50% de ta marge, ou même plus, tu vois. Enfin, tu sais pas trop où ça va, donc ça coûte vite cher, quoi. Donc, et puis, c'est ta responsabilité. Alors, tu peux toujours chercher des solutions, mais moi, dans le principe, j'assume mes trucs. S'il y a une merde, t'assumes, et t'es un vrai pro, quoi. Je comprends. Bon, ça me fait mal, hein, j'aurais préféré les garder. Je me doute bien. Mais c'est le jeu, quoi, c'est tout. Et du coup, c'est pour ça que... Voilà, je pense que marchand, c'est un métier, si tu as peu d'expérience, il faut soit être accompagné, soit faire des premières affaires très très simples. Et souvent, je vois des gens qui commencent, putain, ils vont dans des trucs, je dis, mais calme-toi, faut prendre toujours le ratio emmerdement, temps et l'argent. Ouais, tu vois, parce qu'on voit souvent que l'argent, parce que tu peux faire des marges à, je sais pas, 300, 400, 200, et puis en même temps, le truc, tu vas te le porter pendant 2 ans, tu vas avoir 1000 problèmes. En 2 ans, vu la conjoncture aujourd'hui, il y a 1 an, tu vois, ou 1 an et demi, tous vendaient comme des petits pains. Aujourd'hui, on est tous là. Donc il faut vraiment acheter bien, avoir... voilà, mais même pas qu'en marchand, même en locatif. Alors en locatif, c'est un peu différent, parce qu'en fait, comme tu vas investir
dans très long terme sur 15, 20 ans, 25 ans peut-être, bah, en fait, c'est comme la bourse. Tu vois, la bourse, si tu t'investis sur très longtemps, au final, c'est haussier dans la majorité des cas. Et tu auras des baisses, des hausses. Mais au final, la tendance générale est haussière et tu vas pas trop te perdre. Que le marchand, c'est pas du DCA, hein, donc sur le long terme, c'est du court terme. C'est comme si tu faisais du trading court terme. C'est exactement ça la comparaison. Et au final, il faut vraiment savoir acheter sa position, donc son bien, et savoir le sortir correctement dans un temps très, très limité. Sinon, tu te bouffes une inflation, des taux qui augmentent et qui augmentent très très vite. En fait, ton bien que tu l'as acheté, je sais pas moi, 100 000, tu pensais le vendre 140, et puis au final, tu vas peut-être le vendre de 100 000. Mais alors, les gens ils vont dire, mais en fait, tu as des coûts derrière. Tu as des coûts soit de rénovation, tu as déjà le notaire, la banque. Un banquier marchand, c'est entre 7 et 10% d'emprunt. Donc ça tape un peu. Quoi. Donc voilà. T'as tout ça, t'as de l'argent immobilisé. Que t'investis. Mais justement, je me posais une question à ce sujet-là. Tu me parles de banquier, mais vous, au niveau des financements, c'est pas des prêts classiques. Non, c'est prêt sur 2 ans. D'accord. Et voilà, donc il faut se bouger un peu. Et puis, comme je t'ai dit, c'est le Euribor plus 3, plus 4, ça dépend des banques. D'accord. Donc aujourd'hui, le Euribor, il est à 3,75, 4. Et puis ça augmente, augmente tout le temps. Donc il y a 1 an, je faisais le Euribor de plus 3, mais comme le Euribor était à 0, c'était 3%. Ah oui, ok. Voilà. Là, tu vois, donc si le Euribor il augmente, forcément. ton taux il augmente sévère. Puis après, il y a des garanties, il y a plein de choses. Des fois, ils te demandent une précom. Et puis ça dépend de la connaissance du marchand. Aujourd'hui, jeune marchand, quasiment impossible de se faire financer par une banque. Voilà. À cause de la conjoncture. La conjoncture, eux, ils ont resserré aussi, ils demandent plus d'apports, ils sont plus regardants. Moi, à chaque fois, tous les 2 mois, quand j'appelle mon banquier, grosso modo, je leur demande les conditions ont changé ou pas, et souvent, ça change. Tu vois, là, à un moment, j'avais un banquier qui est à Reims, il prête Grand Est et Paris. Aujourd'hui, c'est que le Grand Est. Tout ce qui est hors sa délégation, ils prêtent plus. Parce qu'encore une fois, eux, ils doivent connaître le bien parfaitement et le secteur pour maîtriser leurs risques, en fait. Et quand ils ont un risque, ils te demandent, au lieu de te donner 20% d'apport, ou 30, ils vont te dire, c'est 50. D'accord. Donc tu dois mettre plus d'apport, et ainsi de suite, plus de garanties, tu dois être tes cautionnaires, enfin, t'as quand même beaucoup de pression sur toi, et l'important dans un marchand, c'est souvent on dit l'achat, mais en vrai, c'est la sortie. Si tu sais vendre avant d'avoir acheté, en fait, dans ta tête, tu es vachement plus libéré. Voilà, moi, tu vois, souvent, c'est ma méthodologie, c'est je suis très fort à vendre. Mais parce que les gens ont confiance, parce que j'ai petite notoriété, ils voient ce que je dis, je le fais, j'assume, tu vois, la personne où j'ai le problème de Mérulle, c'est quelqu'un, j'avais vendu un immeuble il y a quelques années, et elle avait confiance en moi, et puis quand elle m'a appelé, elle me dit « Arnaud, il y a ça comme problème », elle m'a pas dit « Oh là là », j'ai dit « Ok, on va faire venir un expert, on va voir c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'il y a à faire, et j'assumerai mes trucs. » Mais au final, ça te crée une crédibilité qui est hyper puissante, et les gens, demain, je dois revendre un immeuble à quelqu'un, je peux dire, va voir cette personne-là, elle te dira « Arnaud, même quand il y a eu des problèmes, il était là. » Tu vois, et ça, je vois. Et c'est ça, enfin moi je suis un vrai marchand. Un vrai marchand, c'est quelqu'un qui est responsable et qui assume les choses. D'accord. Il y a souvent des marchands un peu olé, et c'est souvent les amateurs. Et en fait, ils se cachent, ils vont fuir. Ils sont plus là quand ils font le mort. Quoi. Je vois. Je pense que c'est pas comme ça qu'on travaille dans le long terme. Si tu veux t'établir en tant que marchand professionnel, je parle professionnel, c'est sur du long terme, et tu dois assumer quand ça va bien et quand ça va mal. Moi j'ai beaucoup d'amis à qui je vends, ils savent que je gagne bien ma vie dessus, mais ils sont ok, parce que je leur apporte tout le reste avec, le comptable, mon expérience, ma visibilité aussi, et qui leur permet aussi de grandir. Et en fait, je pense que dans la vie, il faut faire vraiment grandir les gens avec toi, pour qu'ils puissent construire quelque chose de très long terme, et du coup, ça te permet d'avoir une notoriété très très forte, et une crédibilité, et qui te permet de faire de plus en plus d'affaires. Ok. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Enfin,
peu importe dans quel métier de toute façon. Ouais, mais c'est le métier de réseau, souvent quoi. les gens pensent court terme. Ouais. Et tu vois, souvent, moi j'ai eu des agents où j'ai perdu de l'argent. Alors il y a même quelqu'un de chez Joya, Frédéric, la pauvre, ça 2 fois. C'est que je lui avais donné le mandat à elle et puis à une autre agence. D'accord. Et puis j'ai eu une proposition de l'autre agence. D'accord. Je ne sais plus le prix, enfin on va dire n'importe quoi, c'était 100 000. Et moi j'avais affiché à 120, et puis à 100 000 j'étais content au final. Et j'ai dit ok. Et elle arrive, Arnaud, j'ai quelqu'un à 120. J'ai dit je suis désolé Frédéric, mais j'ai donné ma parole, je peux pas, je peux pas. Même si j'avais rien signé. Ouais. Mais la parole, quand c'est... t'es engagé. Ouais, ça, c'est... Et en fait, je lui dis, la prochaine fois, quand ça sera toi, tu seras contente aussi que je te le fasse. Bah oui, et c'est comme ça qu'elle a respecté, pas de bol, 2 fois en plus. Donc, elle a pas de chance. Mais, oui, j'imagine. Mais bon, au final, elle respecte ma décision et elle me respecte pour ça. Et du coup, elle sait que le jour que ça viendra... Peut-être de son côté, elle sera contente que je dise pas, je m'en fous. Ouais, j'ai eu plus. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie, et puis en général, et surtout dans les affaires. Si tu veux, dans ce métier-là, t'es vite détruit. Hein. Tu te trompes, on peut vite te dire c'est un enfoiré. Les gens te le disent déjà naturellement, donc autant éviter. C'est la réputation en fait qui va être importante dans le marchand de biens. Okay. Même au niveau bancaire. Je veux dire, si un marchand il a une mauvaise réputation, parce que c'est un petit milieu, les banquiers, tout le monde connaît tout le monde. Donc si on parle mal de lui, même le banquier il aura moins confiance, donc il prêtera moins. Et ainsi de suite, tu vois. Même les agents immobiliers, tu vois, si tu es toujours là à tirer et tout, à un moment ils vont dire ça sert à rien de travailler avec lui, quoi. Voilà, il est pas... Un business, c'est du donnant-donnant. C'est pas toujours un qui tire la couverture, et il faut donner du temps, expliquer, et c'est comme ça que ça... Enfin, c'est ma méthodologie, et ça porte ses fruits, donc je pense que c'est pas mal. Au niveau de votre statut, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des particuliers c'est pas des professionnels du coup. J'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui achetaient et qui gardaient pendant un moment et qui revendaient. Est-ce que vous avez un statut particulier? Alors, si tu veux, n'importe qui peut être marchand. D'accord. Dès que tu as 18 ans et t'es pas considéré comme marchand de sommeil, tu peux être marchand. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas tout ça. Le vrai truc, c'est l'expérience. Voilà. Donc après, souvent, il y a des gens qui font des coups en RP, qui est une très bonne méthodologie. Après, il faut faire intelligemment et pas trop souvent. C'est-à-dire, RP, c'est une résidence principale. Donc, tu achètes ta résidence principale, tu fais de la réhabilitation de ta maison, tu l'améliores, et puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis tu la revends, et puis tu fais une belle plus-value. Je pense que si quelqu'un veut faire des fois 2-3 coups pour commencer la vie et pour faire un truc, c'est une très bonne stratégie. Après, il faut, encore une fois, c'est faire ça intelligemment. Si tu achètes un appartement, 3 mois après tu le revends, ça peut arriver. Parce que pour X raison, tu as trouvé une copine, tu as un enfant, tu vas déménager, tu prends plus grand. Ça s'entend. Après, si tu achètes toujours le même type d'appartement dans la même résidence, à un moment, l'administration fiscale va venir dire Coco, je crois qu'il y a un petit problème. Et là, ça pique. Donc, encore une fois, il ne faut pas prendre les gens pour les cons. Il faut faire les choses intelligemment, et c'est une très bonne stratégie, et fais-le. Donc là, tu n'es pas considéré un marchand, tu fais de la résidence principale. Après, un particulier peut faire du marchand de biens. D'accord. Il y a 2 statuts, soit tu fais en nom propre, et là, ta plus-value rentre, tu te fais défoncer, ou tu fais en société, et tu te fais quand même allumer. Quoi qu'il arrive, tu te fais toujours allumer. Mais tu peux passer des choses en charge, et ainsi de suite. Bon, t'es mode déjà société, et voilà, et puis voilà, tu fais ton truc. Et donc, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas d'école ou de statut particulier. Tu crées une SAS, une SARL, une URL, enfin peu importe le truc, et tu as un statut sur ton cabus, tu as écrit marchand de biens. Voilà, tout simplement. En gros, la grande différence entre le particulier et le marchand de biens pro, ça va être déjà au niveau de la responsabilité et fiscalement, si j'ai bien compris, en gros. Vous n'allez pas être imposé de la même manière. Si tu es en nom propre, si tu achètes un appartement et puis au bout de 3 mois tu le revends, en fait ta fiscalité, tu vas te taxer à 36%. D'accord. Voilà. Ok.
si c'est pas ta résidence principale. Si ta résidence principale, t'es non taxé. Okay. Voilà, ce que c'est ça. Et puis après, en pro, une société, donc jusqu'à 40 000 ou 44 000, je sais plus exactement, c'est 15%, et puis après, au-dessus, c'est 25%. Et voilà. Alors après, il y a des fois, c'est sujet à TVA ou non sujet à TVA, ou partiellement. Ouais. Donc ça dépend de la situation, le nombre de travaux que tu fais, si c'est du terrain ou bâti ou non bâti, ou c'est de la construction neuve ou pas. Voilà, tu as des régimes de TVA différents et ainsi de suite, quoi. Okay. Mais après, n'importe qui peut faire un bien tous les 10 ans. Alors moi, quand tu fais un bien même une fois par an, tu es plutôt amateur. D'accord. Et puis parce que tu peux être boulanger ou chef d'entreprise faire ça à côté. En fait, rien peut-être quand tu es fonctionnaire, peut-être pas, parce que tu n'as pas le droit de cumuler une société quand tu es fonctionnaire, mais grosso modo, voilà. Après, moi et d'autres personnes que je connais, c'est notre métier, on fait que ça. Alors après, on peut peut-être se diversifier dans d'autres produits, mais parce que quand tu fais un peu d'argent, tu te dis, j'ai diversifié dans d'autres business, mais mon métier principal, c'est achat-revente de biens. D'accord. Voilà, de maisons, de trucs. Tu vois, aujourd'hui, je suis venu ici. Avant, j'avais des rendez-vous avec des agents immobiliers, ils m'ont montré des biens. Ce soir, cet après-midi, je vais visiter un truc. Tu vas revoir ce soir, je vais faire ça. Puis c'est mon quotidien, c'est ça. Et comment tu les choisis, du coup? Parce que quand tu visites comme ça, comment tu sais que ce bien va te rapporter de l'argent? Déjà, c'est sa situation géographique. D'accord. Voilà, et puis l'offre et la demande. Si, par exemple... Tu vas dans un marché, typiquement les garages, c'est un truc assez rigolo sur Nogent, par exemple Nogent ou autre d'ailleurs. À un moment, je me trimballais dans Nogent et puis je vois des garages. Quand je me promène, je vois bien qu'il y a des garages, il y a des parkings. Puis à un moment, je regarde sur le bon coin et je dis, il n'y en a ni à vendre ni à louer. Il y a quand même un truc bizarre. Il y a un problème. Non, c'est qu'en fait, il y a une demande tellement forte énorme, et peu d'offres, qu'en fait, ça se fait en off. Et du coup, je dis, Arnaud, tu vois, il y a un flux, et je me dis, il faut que je circuite le flux pour en avoir un peu, et j'arriverai à les vendre. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai essayé de me concentrer à choper tous les garages, et en fait, j'arrive à les vendre super cher. Enfin, super cher. Oui, je vois. Je fais ma plus-value grâce à ça. Donc moi, je les achète en lot, et puis après, soit je les revends en lot, soit à la découpe, et ça me permet d'avoir... ce biais, et en fait, comme je suis le seul à les avoir, c'est moi qui décide un peu du prix, si tu veux. Si t'as 10 mecs qui veulent un garage, je dis qui me donne le plus cher, et il l'aura. Si t'as un mec qui est là, c'est lui qui fait plutôt le prix, tu vois. Donc c'est un peu comme ça. Et alors, pour revenir à ta question, ça dépend. Ça dépend des biens, ça dépend. Tu dis, je sais pas moi, t'as un immeuble avec 10 appartements, forcément, si t'achètes tout l'immeuble, tu vas naturellement acheter en gros, c'est comme t'achètes une vache. T'achètes une vache, si tu la coupes en deux, je sais pas moi, tu t'achètes ta vache 100 balles, 1000 balles, j'en sais rien, et tu la coupes en deux, tu vas dire, je vends 600 et 600, donc t'as gagné 20%, tu vois. Mais si tu vends des steaks, en fait, tu vas dire le steak, tu vas le vendre 20 balles de steak, mais si tu en fais 1000 steaks, tu vas faire de la marge là-dessus, tu vois. Donc, plus que tu travailles, plus que tu dois gagner, qui est proportionnel au travail fait. Donc, tu vois, c'est ça. Puis tu le sens. Enfin, moi, aujourd'hui, je rentre dans un truc, je sais si je l'achète ou pas. Est-ce que moi, déjà, j'y habiterai? Est-ce que ça me convient? Est-ce que... Si toi, déjà, t'es pas convaincu, comment tu veux convaincre quelqu'un? C'est pas possible. C'est impossible. Pour moi, un bon vendeur doit être déjà convaincu de son propre produit. Si tu vends et tu dis achète-le, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va pas le faire. Tu vas pas réussir à convaincre quelqu'un si t'es pas toi-même convaincu. C'est impossible. C'est comme aller voir une fille et t'es pas convaincu que ça va marcher. Ça marchera pas. Ça va être chaud. Tu vois, c'est basique, c'est très simple. C'est du bon sens en fait. Tu vois ? Ouais, ça me paraît logique. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je choisis par rapport à mon truc. Donc tu as la vision, tu sais déjà qu'il y a les possibilités. Après tu visites sur place, tu vois techniquement si c'est possible. Après tu compares tes prix d'entrée et de sortie, tu vois s'il y a un delta, et si le delta est suffisamment par rapport aux emmerdements et aux risques. Voilà, donc des fois tu peux faire des 20% de marge et puis tu as zéro risque, tu achètes, tu revends parce que tu as juste bien acheté. Bon là tu as grosso modo peu de risques. Mais peut-être qu'il faut régler beaucoup de problèmes d'urbanisme qui prenaient énormément de temps. Bon, là, tu sais que ça va te coûter en temps, en énergie, en problématiques à régler. Il faut que la marge elle soit un peu plus grosse. Parce que tu as aussi
l'immobilisation de fonds, du stress à gérer. Enfin, des fois, tu passes des nuits pas trop sympas, quoi. J'imagine. Donc, bon, tout ça fait que tu dois prendre sur toi et puis décider par rapport à ça. D'accord. Donc, moi, mon principe, le moins de temps possible, le moins d'emmerde possible pour un maximum d'argent. Et un maximum de profit. Ouais, voilà. Oui, c'est une bonne... Mais parce que, encore une fois, tu peux avoir des... Là, tu vois, encore je reviens à mon histoire de Meryl, parce que ça m'a un peu choqué. Ouais. Bah, quand tu te prends une cartouche comme ça, tu fais plus attention bah après. Oui, j'imagine. Voilà. Bon, après, c'est la faute à personne. Personne ne pouvait le savoir. C'est comme ça, c'est tout. Mais bon, il n'y avait rien qui montrait qu'il pouvait avoir ça, quoi. Qu'il pouvait avoir de la Meryl dans le logement. Voilà. Bon, après, il faut assumer et faire son truc. Et du coup, quand tu visites tes appartements, tu me disais tout à l'heure que tu savais si tu allais acheter ou non. Tu arrives en fait à savoir un appartement qui doit être rénové. Tu arrives à peu près à savoir combien ça va te coûter juste en rentrant dans l'appartement. C'est de l'habitude. Ok, c'est à force de le faire. C'est à force de le faire. C'est une expérience. Okay. C'est un métier d'expérience. Okay. C'est normal au début, tu flippes, tu sais pas. Même moi, quand je vais sur des nouveaux marchés, voilà, je sais pas trop exactement le prix, je sais à peu près. J'ai une idée, j'ai une fourchette, et puis après, tu vas voir t'affines, tu vas voir des gens, tu dis, tiens, t'as acheté combien, tu penses combien, puis t'écoutes 3-4 avis, puis si tout le monde est à peu près à ce niveau-là, c'est que c'est bon. Après, si t'as des grosses différences, là, faut peut-être... C'est compliqué. Faut trouver un peu, mais aujourd'hui, t'as beaucoup de moyens de savoir via Internet, les ventes qui ont été faites, et puis via des professionnels marchands, enfin... Tu peux voir des copains marchands, mais bon, c'est un peu différent, mais des agents immobiliers et les notaires. Tu leur poses des questions, ils vont dire en moyenne ça. Puis après, il faut suivre aussi les tendances. Parce que le prix il y a un an, c'est pas le prix d'aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, on a pris moins 25%, dans les faits. Parce que si les gens ils payent 25% plus cher, le truc, si tu veux, là, j'ai une bonne comparaison. J'ai une copine qui voulait acheter une maison à un emprunt à 120 000. 120 000, il y a un an et demi. On était à environ 600 € de mensualité sur 20 ans. Aujourd'hui, on est à 850. C'est quasiment 25%. C'est dingue, Ça fait mal. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens qui achètent, qui vendent aujourd'hui, ils se rendent pas compte que, en fait, 5%, parce qu'on était à 1, on passe à 5, là, on est à 4,5, mais au mois de septembre, on sera certainement à 5 de taux d'intérêt. C'est fois 5. Donc x5, c'est 25% d'augmentation. Entre 20 et 25% d'augmentation, enfin de capacité en moins. Donc, donc il faut baisser entre 20 et 25%. Donc il y a des biens, oui, il y a des biens, non. Il y a des biens, ils pourront faire une réduction de moins 50%. Puis il y aura des réductions de 0. Parce qu'en fait, le bien est tellement... exceptionnel l'emplacement ou quoi, que tout le monde le veut, donc là il n'y aura pas de baisse en fait. Je vois. Ça prendra juste peut-être plus de temps. Voilà, tu vois. Et au niveau de tes achats comme ça, tu négocies souvent ou... Ça dépend. Ça dépend. La majorité de mes meilleures affaires, je les ai pas négociées. Ah ouais? Toutes mes meilleures affaires, où j'ai fait plus de marge, ou même en locatif, je les ai pas négociées. Parce qu'en fait, ils étaient bonnes... Enfin, tout de suite, le bon prix était bien. Donc pourquoi... je baisse pas pour le plaisir de baisser. Je baisse parce que je gagne pas mon argent. Donc soit ils acceptent, et puis tant mieux pour moi. Et puis en fait, la personne est contente aussi, parce que des fois, c'est comme ça. Tu vois, j'ai acheté un immeuble, il était affiché 140. J'ai fait une offre à 50. Et au final, elle est passée à 70. Et en fait, les gens, ils étaient... Il y avait personne qui l'avait acheté. C'était un tas de boue. Tous les particuliers, ils y vont pas parce que c'est trop compliqué. Il n'y a qu'un professionnel qui va. Tu vois, il y a des biens, ils peuvent être que achetés par un marchand de biens. D'accord. Ou un promoteur. Enfin, un vrai. Il faut la vision, quoi. Il faut une vision. Il y a beaucoup d'emmerdements. Il y a un vrai savoir. D'accord. Tu vois, c'est un vrai métier. Il y a tellement de complexité. T'en apprends tous les jours. Je te dis là, avec le cercle, on fait des visios 3 fois par semaine avec des experts dans l'urbanisme, dans avocats, enfin tout genre d'experts. Et putain, t'as l'impression que ça finit jamais, quoi. Tu crois que tu sais tout. Tout le temps dans l'immobilier, c'est incroyable. C'est fou. Et puis les lois changent, évoluent, les situations, il n'y a jamais un truc pareil, quoi. Donc se former, je pense que c'est une des meilleures façons de faire, de réussir dans le... Surtout locatif. Si tu as le bon sens, grosso modo, comme je t'ai dit, même si tu as fait quelques erreurs, tu vas pas perdre beaucoup d'argent. En marchand, ça peut être vite casse-gueule.
Tu vois, typiquement, je reviens encore avec mon immeuble, j'aurais acheté, je sais pas, l'immeuble 200 000, j'aurais vendu 260, tu te prends une douille à 50, bah tu perds de l'argent. Ah oui, bah oui, forcément. Bah oui, bah tu le fais qu'une fois, hein. Oui. T'as raté. Hein. Marchand, c'est pas pour moi. Tu fais plus. Tu changes de métier. Ouais, tu m'étonnes. Mais il y en a beaucoup qui font ça, ils se prennent des douilles. Et c'est pour ça que les banquiers ils sont très regardants, le temps d'expérience. C'est pour ça que les premières affaires, ils leur disent bah, vous autofinancez vous-même, la totalité. C'est chaud, quoi. C'est pas un métier facile. Et psychologiquement, c'est très très dur. Je pense que c'est ce qui doit être le plus dur parce que t'es jamais sûr de. Enfin, à part quand t'as déjà beaucoup d'expérience, mais quand tu débutes, t'es jamais sûr de si tu vas faire vraiment. T'as 1000 doutes. Et puis, tant que t'as pas signé chez le notaire, t'as les sous sur le compte. T'es pas rassuré encore. T'es pas rassuré. Hein. Moi, ça m'est arrivé, le jour de signature, en fait, le mec, pour X raison, il était pas là, quoi. Hein. T'as les boules. Et puis, cet argent-là, toi, tu t'engages à faire une autre affaire, donc tu te dis, bah tiens, je vais recevoir, je sais pas, jeudi, et puis samedi, je dois re-signer, je vais mettre l'apport, parce qu'en fait, t'es en... t'as jamais d'argent. C'est un truc de fou, quand t'es marchand, t'as l'impression d'être toujours pauvre. Alors, il faut peut-être pas dire ça, les gens ils vont dire, il se fout de la gueule du monde. Non, mais en fait, ton argent, il tourne tout le temps. Donc en fait, tu tournes, donc bah, t'es engagé, t'as encaissé, tu vas remettre d'autres argent à droite, à gauche, et puis bon, bah, des fois ça dure 2 mois, des fois ça dure 6 mois, des fois ça dure 2 ans. T'en sais rien en fait. Donc bah, du coup, c'est toujours la course à chercher de l'argent pour le truc, et ainsi de suite. Et donc c'est quand même un métier assez épuisant, et c'est pour ça d'être accompagné via le cercle ou d'autres structures, on s'en fout, hein, je fais pas... de toute façon, je crois qu'on est complet, donc nous on est limité à 100 membres, donc c'était sur toute la France, et du coup, voilà, donc, mais l'accompagnement est hyper important, sinon, mais dans tout, je pense, même dans le métier d'agent immobilier, un bon agent, c'est un peu le même métier, si tu veux, c'est juste qu'un prend les risques et l'autre non. Oui, vu que nous, on est seulement en fait l'intermédiaire. Ouais, l'intermédiaire est commissionné. Bon, au final, t'as pas vendu, t'as pas de com, ça te fait chier, mais t'as pas de risque. Que nous, on n'a pas de com et on a le risque. T'as pas vendu. Donc, des fois, on fout un peu la pression aux agents et ils disent ouais, mais vous gavez. Ouais, mais mec, si ça marche mal, c'est moi qui est dans la merde, c'est pas toi, tu t'en fous. Toi. Donc, tu vois, des fois, on a un peu ce discours-là. Bon, après, ils comprennent, mais des fois, on a un peu. Oh, les mecs, vous gavez. Mec, vas-y, fais-le. Tu verras. Tu m'étonnes. Tu rentres pas chez toi. C'est des gros profits, mais c'est beaucoup de risques aussi. Beaucoup de risques et de stress. T'es toujours dans l'incertitude. C'est usant sur le long terme, quoi. Il faut vraiment avoir c'est un vrai métier d'entrepreneuriat. C'est vraiment comme un mec qui a une grosse industrie, parce qu'il n'a pas de clients, il a les mecs qu'il faut payer. Enfin, c'est une vraie tension, quoi. C'est du stress. Hein. Il faut savoir l'absorber et se détacher de tout ça. C'est dur. Ça peut être dur des fois. J'ai beaucoup d'agents, des fois. C'est compliqué. C'est compliqué. Bah pour la dernière question, je vais te faire quelque chose d'un peu plus général. Au niveau, on va dire, de la conjoncture actuelle à l'immobilier, quelle tendance tu penses que le marché va prendre ? Est-ce qu'on va être plutôt sur un marché là, qui est en train de se casser la figure, ou est-ce ça va remonter ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Encore une fois, je refais ma comparaison avec la bourse. En fait, tu as des baisses, tu as des hausses. Quand ça baisse, il faut être plus prudent, plus résilient, faire mieux attention, alors dans tous les sens, mais c'est aussi l'opportunité qui va faire. Donc il y aura des gens qui vont avoir malheureusement des difficultés financières, des divorces, des mariages, des morts, et puis ça sera peut-être l'opportunité. Alors quand ça baisse, je trouve que c'est une belle opportunité pour acheter. Et puis je vais attendre que ça remonte pour revendre mieux, ou pas, tu vois. Mais encore une fois, en tant que marchand, il faut être très opportuniste et suivre vraiment au cul à cul le marché. Encore une fois, c'est exactement comme un trader. Le marchand, c'est comme un trader où tu dois connaître ton marché, tu joues pas 50 positions, t'en joues 2-3, mais tu les connais par cœur et tu sais comment ils fonctionnent pour savoir quand c'est pas cher, quand c'est le moment d'acheter et de vendre, et être presque chirurgical. Alors le problème, c'est que c'est pas comme le trading où tu appuies et tu vends et t'achètes. C'est juste que tu as un délai de 2-3 mois, 6 mois, 1 an, et là tout peut changer. Donc il faut avoir beaucoup plus de marge et plus de flexibilité grâce à ta marge qui va te donner un peu le côté accordéon qui va te permettre de dire voilà,
Ça va me permettre de la souplesse, de la respiration. Et puis sur un marché plutôt résidence principale, en fait, moi je dirais on s'en fout. Si ta maison elle te plaît, bah, ça sera l'occasion de la payer moins cher, tant mieux pour toi. Donc allez-y, achetez votre maison principale. Je pense que c'est un bon marché pour acheter la résidence principale, parce que tu vas la payer moins cher. Et puis, naturellement, le marché reprendra. Il va reprendre. De toute façon, ça fait que osciller. Voilà, donc c'est juste que tu vas payer les intérêts plus chers. Aujourd'hui, il me dira, ah, mais j'achète pas parce que c'est 5%. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, ma première affaire, j'ai payé à 5%. Et puis après, j'ai renégocié à 1,9. Donc voilà, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et puis, quand tu vas l'acheter 5, et puis dans 2 ans, ça sera à 7, bah, tu te diras, j'ai pas payé cher. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en fait, si tu veux acheter une maison, achète-la et te pose pas trop 1000 questions. Et puis si tu veux faire du locatif, c'est exactement la même chose. C'est comme la résidence principale, achète-la. De toute façon, c'est le locataire qui te paye ta mensualité. L'important, c'est de capitaliser. Souvent, les gens, ouais, machin, mais le temps que tu... Moi, j'ai des copains, ça fait 5-6 ans que je lui dis, bah, achète, machin. Ouais, mais c'est jamais le bon moment. Enfin, ils se trouvent toujours la bonne excuse. Puis au final, je dis, bah, tu vois, tu aurais eu la capacité de faire un emprunt à 1000 € par mois. Grosso modo, à l'époque, les coûts, c'était, t'en enlevais 25%. Donc, c'était 750 balles. 750 balles, bah, fois 12, ça te fait à peu près 9000 €. Fois 5 ans, bah, ça te fait 50 000 balles. On va faire vite fait 45 000. Bah, t'as perdu 45 000 balles. Tu vois? Là, ça fait mal. Quand on en fait, il me dit, ah ouais, putain, c'est vrai, je t'aurais écouté. J'aurais dû. Seulement à capitalisation. Seulement avec le remboursement. T'as pas fait de plus-value et c'est net d'impôt. C'est quand même con. C'est bête. Voilà, donc si tu dois acheter, achète et ne pose pas 1000 questions, même si la renta n'est pas comme les formateurs te disent à 8, 9, 10, s'en fout. C'est autofinancé, achète, même si tu mets 50 balles, tu es moins en plus, c'est pas grave au final. De toute façon, les 50 balles, tu vas acheter quoi? Tu vas te faire un resto à la con, tu vas t'acheter un jeu vidéo, je sais pas quoi, ou boire une bière. Bah, mets plutôt 50 balles dans ton appartement en plus, et puis dans 5 ans, 10 ans, tu seras content quand tu le revendras, et tu te diras, putain, merci Arnaud. Tu m'étonnes. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Long terme. Pas court terme, oui, dans l'immédiat ça fait chier de mettre 50 balles, mais au final... De toute façon, en règle générale, tous les investissements immobiliers, en règle générale, c'est, surtout dans le locatif, ça va être du long terme. On n'est pas sur du short, quoi. Puis si tu veux une plus-value en plus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout bénef. Il n'y a pas de raison donc et puis encore une fois, faire des beaux appartements de qualité pour avoir des bons locataires, c'est ça la clé de la réussite. Il n'y a pas du bon sens, tout simplement. Voilà. Top. Voilà, Malcolm. En tout cas, un grand merci à toi de rien. Accordé ton temps. C'était un grand plaisir. J'espère que ta chaîne va décoller. Et puis, t'es un mec sympa. Tu vas y arriver. C'est gentil, merci. Je vais mettre dans la description un lien vers la chaîne du Cercle MDB. Parce carrément. Que si vous voulez approfondir, il y a énormément de valeur. Je crois que vous expliquez beaucoup de principes sur les marchands de biens. Donc allez voir. C'est vraiment, et puis je te donnerai les coordonnées de Seb Marcus, avec plaisir. Qui est le cofondateur avec moi du Cercle, et puis il donnera encore plus peut-être d'informations et ainsi de suite. Et c'est une super chaîne où il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de petites vidéos short qui permettent d'apprendre sur le marchand. Si vous êtes motivé, c'est un bon métier, mais c'est dur, mais ça vaut le coup de le faire. Voilà. Top. Et pour approfondir aussi sur le métier de marchand de biens, on a Arnaud qui a également fait un podcast, donc #IMO, il y aura le lien aussi, il parle du marchand de biens en règle générale, je vous mettrai tout. Merci, top. À plus, ciao Malcolm. Ciao. C'est la fin de cette vidéo, franchement un grand merci à Arnaud qui nous a accordé de son temps et qui nous a apporté énormément de valeur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me l'indiquer dans l'espace commentaire, tu peux mettre aussi un petit pouce bleu pour donner la force et t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.